Le moment qui a fait taire l'Amérique. Que se passe-t-il lorsqu'une personne pense pouvoir humilier un dirigeant mondial en direct à la télévision, mais crée au contraire l'un des moments les plus puissants de l'histoire de la radiodiffusion? Vous êtes sur le point d'assister à quelque chose qui pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la dignité, le courage et ce que cela signifie vraiment de se tenir debout lorsque le monde vous regarde. C'est un mardi soir à Manhattan. Les caméras tournent. Des millions d'Américains regardent leur émission politique préférée, s'attendant à des débats houleux et aux habituels extraits sonores. Mais ce qu'ils ont obtenu à la place fut quelque chose que personne n'avait vu venir. Un moment si brut, si authentique qu'il a figé tout le pays. Dans le fauteuil d'invité se trouvait le capitaine Ibrahim Traoré, le jeune leader du Burkina Faso. Il n'était pas venu pour déclencher un scandale ou faire les gros titres. Il avait été invité à discuter de l'indépendance africaine et du rôle de l'Amérique en Afrique de l'Ouest. Assez simple, non? Face à lui, Caroline Leavitt, une ancienne porte-parole politique au verbe acéré, connue pour ses remarques mordantes et ses répliques rapides. Et c'est là que les choses ont basculé. Ces deux invités n'étaient pas censés s'affronter. Les producteurs avaient prévu une discussion civilisée sur la politique étrangère. Mais parfois, la télévision en direct décide autrement. Environ 20 minutes après le début du segment, le capitaine Traoré exposait calmement le point de vue de son pays sur l'implication occidentale dans les affaires africaines. Sa voix était posée, ses arguments clairs et articulés. Rien de provoquant, rien d'incendiaire, simplement des faits présentés avec une confiance tranquille. C'est alors que Caroline fit le geste qui allait la hanter pour toujours. Elle se pencha en avant, pointa un doigt accusateur vers lui et, avec toute l'arrogance dont elle était capable, lança deux mots qui allaient résonner dans le monde entier. « Assieds-toi, mon garçon !» Le studio devint totalement silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. La mâchoire de l'animateur s'ouvrit de surprise. Les téléspectateurs poussèrent des cris d'indignation. Les réseaux sociaux explosèrent instantanément. Mais ce que personne n'attendait, c'était la réaction du capitaine Traoré. Il ne cria pas. Il ne partit pas en colère. Il n'éleva même pas la voix. Au lieu de cela, il fit quelque chose de bien plus puissant. Il la regarda simplement, avec le calme d'un homme qui a connu de véritables luttes, de vraies pertes et exercé un leadership authentique. Puis il se leva, non pas par rage, mais avec la force tranquille de celui qui porte le poids d'une nation sur ses épaules. Ce qui suivit donna des frissons. Il s'avança vers le bord de la scène, regarda le public figé, et parla d'une voix si douce que tous durent se pencher pour entendre. « Je viens d'un endroit, dit-il, où les garçons sont contraints de devenir des hommes avant même d'apprendre à rêver. » Le caméraman fit un zoom. Pas un seul mouvement dans la salle. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. « Tu peux m'appeler mon garçon sur scène », poursuivit-il en se tournant vers Caroline, dont le sourire commençait à s'effacer. « Mais là d'où je viens, les garçons portent des nations sur leur dos. Ils se battent pour que les autres ne meurent pas de faim. Ils dirigent parce que personne d'autre ne le fera. » Le visage de Caroline changea. Sa confiance s'effritait. Elle n'était pas face à un politicien à intimider. Elle faisait face à un homme qui avait vécu ce qu'elle ne pouvait même pas concevoir. Mais le capitaine Traoré n'en avait pas fini. Les lumières du studio semblaient s'assombrir tandis que l'atmosphère devenait plus lourde. Sa voix se fit encore plus basse, plus intime. « J'ai enterré mon père à ciel ouvert, » dit-il. Il n'y avait pas de caméra, pas de discours. Juste la poussière, le silence et le cri du chagrin de ma mère. Une femme noire âgée, au premier rang, avait les larmes aux yeux. Ce n'était plus de la politique. C'était la vérité, brute, sans filtre, transmise à des millions d'Américains soudainement confrontés à quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. Son père avait été tué lors d'un coup d'État financé par des puissances extérieures. Traoré poursuivit, jetant un bref regard vers Caroline, dont les yeux scrutaient désormais la salle, nerveusement. « Alors, quand vous dites « assieds-toi », vous parlez du garçon qui a vu son village brûler? Du garçon qui a étudié à la lumière des bougies, parce que l'électricité ne revint jamais après le départ du colonialisme. » C'est là que le moment prit une toute autre dimension. L'un des autres invités, un vétéran américain décoré, posa discrètement la main sur son cœur. Dans ses yeux, on lisait la reconnaissance. Il comprenait. Il savait ce que signifiait servir, se sacrifier, porter la responsabilité. La voix du capitaine restait ferme,
mais ses yeux brillaient de larmes retenues. « Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, dit-il en regardant droit dans la caméra, s'adressant à ceux qui regardaient chez eux. Mais vous ne m'effacerez pas. » Un applaudissement retentit au fond du studio. Puis un autre. Et bientôt, toute la salle se leva. Non par pitié, mais par respect. Par reconnaissance pour quelque chose d'authentique, dans un monde saturé de faux-semblants. Et Caroline, pour la première fois depuis que la caméra tournait, semblait minuscule. Mais attendez, ce n'était pas encore fini. Alors que les applaudissements s'apaisaient, le capitaine Traoré baissa les yeux, comme pour choisir soigneusement ses mots. Lorsqu'il les releva, ils étaient remplis de quelque chose de plus fort encore que la douleur ou la colère, d'amour. « Tu vois un soldat, dit-il. Mais j'ai été élevé par une femme qui travaillait à main nue. » Il marqua une pause. Ma mère vendait du bois de chauffage. Elle marchait des kilomètres, en sandales, pour que je puisse aller à l'école. Elle cachait sa faim pour que je ne ressente pas la mienne. La caméra se tourna vers Caroline. Son sourire avait disparu. Elle ne m'a jamais dit « Assieds-toi », poursuivit-il. Elle me disait « Lève-toi », même quand ça fait mal. Une jeune fille au premier rang murmura à son père, juste assez fort pour que les micros captent « Il te ressemble, papa ». Et c'est là que des hommes adultes, dans le studio, commencèrent à pleurer. Alors, quand quelqu'un comme vous m'appelle mon garçon, conclut le capitaine Traoré, la voix ferme et l'émotion à fleur de peau, vous ne m'insultez pas. Vous insultez toutes les mères qui ont porté une nation sur leur dos. Le silence qui suivit fut total. L'atmosphère était devenue sacrée. Même l'hôte semblait étouffé. Ce que Caroline avait considéré comme une insulte avait, en réalité, ouvert quelque chose de beau et de puissant. L'Amérique entière assistait à ce moment, en direct. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un vétéran de l'armée américaine, le colonel Jacob Whitmore, se leva. C'était un homme décoré, respecté, aux cheveux blancs, avec des décennies de service derrière lui. Sa voix tremblait quand il prit la parole. « Il a raison, dit-il, et tous les regards se tournèrent vers lui. J'ai servi au Libéria. J'ai vu à quoi des garçons comme lui sont confrontés. » Sa main tremblait légèrement en désignant Caroline. L'appeler garçon, ce n'est pas un débat. C'est une humiliation. Ce que vous venez de dire déshonore tous les hommes et toutes les femmes. Lors d'un enterrement militaire solennel, alors que le drapeau flottait en berne et que chaque pas résonnait avec un profond respect, une femme noire s'avançait lentement vers le cercueil. Soudain, un policier blanc intervint, levant une arme vers elle. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était un général décoré, une femme ayant sauvé des dizaines de soldats au combat. Personne ne dit un mot. Puis, la vérité éclata au grand jour, et cet officier allait apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Avant de plonger dans cette histoire, nous aimerions savoir d'où vous nous lisez. Nous aimons entendre votre avis. Ce matin-là, le cimetière militaire de Jefferson était enveloppé d'une brume grise douce, du genre qui rend chaque son plus intense. L'air n'était pas silencieux, mais suspendu, comme s'il retenait son souffle. Des rangées de chaises pliantes noires étaient parfaitement alignées sous un auvent blanc. Les familles endeuillées étaient assises en silence. Certaines serraient de petits drapeaux, d'autres fixaient l'horizon, les yeux vitreux mais secs. Personne ne pleurait. Pas ici. Pas encore. Puis, un SUV noir arriva lentement par la porte latérale. Il s'arrêta près du chemin cérémoniel. La porte arrière s'ouvrit, révélant une paire de chaussures en cuir noir impeccablement cirées, suivie d'une femme noire, grande, aux épaules larges, en uniforme de cérémonie. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son menton relevé, ses yeux indéchiffrables. Les 4 étoiles sur son épaulette brillaient, tout comme la barre de métal sur sa poitrine. Le général Dana Monroe était venu seul, sans dispositif de sécurité, sans assistant, sans discours préparé. Juste elle, et un petit carré enveloppé dans un tissu noir soigneusement plié, qu'elle tenait contre elle avec une solennité absolue. Elle resta immobile un moment, comme si elle écoutait quelque chose. Puis elle commença à marcher vers le cercle cérémoniel. Les soldats postés à la périphérie se redressèrent instinctivement, certains saluèrent sans même y penser. L'un murmura à son voisin, « C'est elle. C'est le général Monroe. » Dana ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait. Mais à 6 mètres de là, bloquant l'entrée du chemin principal, se tenait un policier blanc aux cheveux gris clairsemés,
arborant un badge proéminent sur la poitrine. Sa plaque indiquait Air Asker. Bras croisés, regard plissé de suspicion, il ne bougea pas en la voyant approcher. Lorsque Dana s'approcha, Asker frappa soudainement le capot du SUV, provoquant un bruit sourd qui résonna dans le silence, faisant sursauter un enfant au premier rang qui laissa tomber son petit drapeau. « Madame, c'est une zone restreinte. Identification, maintenant. » Dana s'arrêta. Sa respiration était régulière. Pas un mot, pas une émotion visible. Elle sortit calmement son portefeuille en cuir et brandit sa carte d'identité militaire, avec la précision acquise au fil de décennies de service. Asker y jeta un coup d'œil, puis secoua la tête. « Tu penses qu'une carte comme ça prouve quelque chose? Tu crois que porter des étoiles fait de toi quelqu'un ?» Dana ne répondit pas. Asker s'approcha encore. « Écoute, t'es pas sur la liste. Il y a un protocole ici. Tu peux pas juste arriver comme ça. Où est ton invitation ?» Enfin, Dana parla. Calme, posé. « Je suis ici pour livrer l'urne. Le sergent Mika Brandt était sous mon commandement. Son ton n'était ni en colère ni défensif. C'était une simple déclaration. » Asker haussa les sourcils, moqueur. « Brandt, c'est donc toi dont il parle. On s'attendrait à ce que tu ressembles à ça. » Dana resta impassible. Sous le chapiteau, des têtes se tournèrent. Une femme chuchota à son mari. « Que se passe-t-il » L'homme ne répondit pas. Asker, lui, continua, plus bas, mais sans atténuer son ton. « Je me fiche de qui tu prétends être. Tu ne passeras pas tant que quelqu'un avec plus d'autorité ne te l'autorise. » Dana serra l'urne un peu plus fort. « Je n'ai pas besoin d'autorisation pour me tenir aux côtés de mon soldat. »« Oh ouais » fit Asker en souriant. « Eh bien, aujourd'hui, si. » Il lui arracha la carte d'identité et la tint à la lumière comme pour y détecter un faux. Dana ne broncha pas. Tu sais, de nos jours, n'importe qui avec une bonne imprimante croit pouvoir acheter un uniforme. Derrière eux, un garçon en veste militaire demanda à sa mère. Pourquoi il lui crie dessus? Elle ne répondit pas, se contentant de le serrer contre elle. Asker cracha sur le sol, près de la chaussure de Dana. Tu ne doutes pas de la carte, dit-elle calmement. Tu doutes que quelqu'un comme moi puisse la porter. Autour d'eux, les regards affluaient, des téléphones s'élevaient. Une femme commença à filmer. Dana tendit la main pour récupérer sa carte. Asker hésita. Elle la reprit d'un geste sec, le bord claquant contre sa main. Sans un mot de plus, elle se détourna, l'urne toujours en main, et marcha vers le cercueil. Personne ne parla. Mais quelque chose venait de changer. Le drapeau sur le cercueil bougea légèrement alors que le général Dana Monroe s'approchait du point de passage. Ses pas étaient précis, maîtrisés, comme sur les champs de bataille. Asker n'avait pas reculé. Il leva la main, croyant encore pouvoir l'arrêter. Un pas de plus, et je vous fais sortir d'ici, dit-il, assez fort pour que tous l'entendent. Dana s'arrêta. Son regard croisa celui de Asker. Derrière eux, un vétéran noir, en fauteuil roulant, se pencha vers un autre homme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il la bloque? Son voisin baissa les yeux. Dana n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Je suis ici en tant que membre de la chaîne de commandement qui a formé et dirigé le sergent Mika Brandt. Je ne suis pas une invitée. Je ne suis pas une étrangère. Je suis le dernier officier sous lequel il a servi. Asker, nerveux, tenta de reprendre le dessus. Vous, les militaires, vous pensez que vos badges valent plus que le protocole. Laissez-moi clarifier les choses. Aujourd'hui, c'est moi le responsable ici, et vous n'êtes pas sur la liste. Dana expira lentement. Sa voix intérieure, celle forgée par 28 ans de service, lui murmurait de rester calme. Courageux avec qui j'ai servi en Afrique. La salle était silencieuse lorsque le colonel s'approcha du capitaine Tehera et lui tendit la main. « Capitaine, merci. Merci non seulement de défendre votre peuple, mais aussi de nous rappeler ce qu'est le vrai leadership. » Les deux hommes se serrèrent la main pendant que le public applaudissait à nouveau, cette fois avec des larmes dans les yeux et du respect dans le cœur. Même ceux qui n'avaient jamais entendu parler du Burkina Faso ressentaient que quelque chose de profond, de réel, était en train de se produire. Mais Caroline n'en avait pas fini avec sa propre chute. Son visage rougit, elle sentit le contrôle lui échapper,
comme du sable entre ses doigts. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Elle croyait qu'en l'humiliant, elle obtiendrait des applaudissements, peut-être même qu'elle deviendrait une héroïne pour sa base. Mais tout s'était retourné contre elle, de façon spectaculaire. « Oh, allez !» lança-t-elle d'une voix aiguë et désespérée. « On est sérieux ? Il fait semblant d'être un saint maintenant. » La salle recula presque physiquement. Des gens haltèrent, choqués. Mais le capitaine T.R.A. resta calme. Il se tourna vers elle et dit simplement « Il ne s'agit pas de sainteté. Il s'agit d'humanité. » Caroline, désormais en pleine spirale, chercha de l'aide du regard vers l'autre, mais il la fixait, sous le choc. « Quelle est la prochaine étape ?» aboya-t-elle. « On s'excuse d'être américain ?» C'est alors qu'un jeune étudiant noir dans la foule se leva. Sa voix brisée par l'émotion, il dit « Non. Excusez-moi d'avoir été cruel. Ce n'était pas juste une réplique. C'était une blessure qui s'ouvrait en direct, à la télévision. Et tout le monde la ressentait. » Caroline comprit qu'elle était en train de perdre. Elle avait totalement sous-estimé cet homme. Et désormais, son arrogance se défaisait, lentement mais sûrement, devant des millions de téléspectateurs. Alors que le capitaine Traar se rasseyait, la caméra fit un zoom sur son visage. Il n'était pas en colère. Il était bien plus dangereux pour les gens comme Caroline. Il était calme, concentré, absolument imperturbable. La jeune étudiante qui venait de parler reprit sa place doucement, sans quitter Caroline des yeux. On sentait que la pièce avait changé. Ce n'était plus un simple débat politique. C'était un moment de vérité dont on parlerait pendant des années. Caroline tenta de reprendre la main avec un rire forcé. « Oh, allez. C'est l'Amérique. On a le droit de ne pas être d'accord. » Mais personne ne rit avec elle. La caméra balaya la foule. Des larmes aux yeux, des mains serrées sur la poitrine, des visages essuyant des larmes avec leurs manches. Le capitaine Traar se pencha légèrement en avant. « Le désaccord est sain, dit-il doucement. Mais le manque de respect tue la conversation. Et si vous tuez la conversation, vous tuez la compréhension. » Les applaudissements qui suivirent furent différents cette fois. Plus lents, plus profonds, comme un hymne funèbre pour quelque chose qui venait de s'éteindre dans cette salle. Caroline resta figée, regardant son insulte se noyer sous quelque chose d'inattendu, la vérité humaine. Puis, le capitaine Traar fit quelque chose qui brisa le cœur de tous. Il fouilla lentement dans la poche de sa veste et en sortit une lettre pliée et froissée. Le papier était déchiré sur les bords, manifestement manipulé avec soin. « Ceci a été écrit par mon jeune frère, » dit-il doucement. 2 jours avant d'être tué lors d'une manifestation. Il manifestait pour avoir à manger. Le studio devint complètement silencieux. Même les applaudissements cessèrent. Les gens retenaient leur souffle. Il déplia la lettre avec précaution, ses mains étonnamment stables malgré le poids de ce qu'il s'apprêtait à partager. L'animateur se pencha en avant, visiblement ému, comme s'il craignait de respirer trop fort. Il lut « Grand frère, si je meurs, promets-moi qu'ils n'oublieront pas pourquoi. » Le capitaine Traar tint la lettre à la lumière. Certains dans le public poussèrent des cris de surprise, d'autres pleurèrent ouvertement. « Alors non, dit-il, sa voix ferme mais chargée de douleur. Je ne m'assiérai pas, car je porte en moi le souvenir de ceux qu'on a forcés à s'agenouiller. » Caroline cligna des yeux, rapidement. Ses mains tremblaient sous la table. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus aucun mot. Dehors, sur les réseaux sociaux, le clip était déjà viral. Partagé par des milliers de gens à travers le pays, avec un seul mot, montre. Mais la soirée n'était pas terminée. Tandis que le capitaine repliait délicatement la lettre et la glissait dans sa poche, un silence étrange s'installa. Même l'équipe du studio ne bougeait plus. Aucun murmure, aucun bruit de papier, pas de tapotement de téléphone. Juste une nation retenant son souffle. L'animateur retrouva finalement sa voix. « Capitaine Traar, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez dire aux Américains qui nous regardent en ce moment ?» Il regarda la caméra, droit dans l'objectif, avec ses yeux calmes et puissants. « Oui. Vous n'avez pas besoin de savoir où se trouve le Burkina Faso pour comprendre la dignité. Il suffit de savoir ce que ça fait d'être invisible. » Il se pencha encore un peu. « Je n'ai jamais demandé de pitié. Je demande des yeux qui voient. » La mâchoire de Caroline se contracta.
Son plan venait de s'effondrer. Elle n'était plus le centre du monde. Le capitaine Trou dominait, non pas parce qu'il avait forcé les choses, mais parce que sa vérité était plus forte que sa voix ne le serait jamais. Puis, quelque chose de choquant s'est produit que personne n'avait vu venir. L'un des caméramens a déposé son équipement, est monté sur scène, s'est approché du capitaine Trou, lui a serré la main et a murmuré, assez fort pour que les micros captent, « Merci de m'avoir rappelé à quoi ressemble l'honneur ». Ce n'était que le début de ce qui allait devenir un moment de réflexion nationale. La salle était encore figée lorsqu'une femme noire d'âge moyen, assise au 3e rang, s'est lentement levée. Elle n'a pas demandé la permission de parler. « Je ne suis pas venue ici pour parler », dit-elle doucement, « mais je dois dire ceci. » Tout le monde s'est tourné vers elle, y compris les caméras. « Mon fils a servi en Afghanistan. Il est revenu dans une boîte. » Sa voix se brisait sous le poids d'une douleur qu'elle portait depuis des années. On l'appelait encore un garçon, même en uniforme. Elle regarda le capitaine Trou, les larmes coulant sur son visage. « Quand tu as parlé, j'ai eu l'impression que mon fils se relevait. » Les halètements dans la pièce étaient audibles même à travers les haut-parleurs de la télévision. La caméra a zoomé sur le capitaine Trou, qui a doucement hoché la tête sans un mot, partageant sa douleur et sa compréhension. Caroline semblait vouloir interrompre, mais même elle pouvait le sentir. Ce n'était plus son moment. C'était devenu quelque chose de bien plus vaste que la politique ou les audiences télévisées. Puis, la femme ajouta quelque chose qui ouvrit grand la pièce. L'Amérique a besoin d'hommes comme vous, pas de grandes gueules qui parlent par-dessus la douleur. La foule a éclaté en une ovation debout qui sembla durer une éternité. Ce n'était plus un débat. C'était devenu quelque chose de plus grand. Une réflexion sur la manière dont nous nous traitons les uns les autres, dont nous écoutons, dont nous percevons la dignité de chaque être humain. Caroline en avait assez entendu. « C'est un piège », siffla-t-elle dans son micro. « Ce n'est pas du journalisme. C'est du théâtre émotionnel. » L'animateur se tourna lentement vers elle, retira son écouteur et répondit « Caroline, les caméras tournent. Tu as créé ce moment. Tu ne t'attendais simplement pas à ce qu'ils te répondent. » Elle claqua son casque, se leva et déclara « Je n'ai pas besoin de ce cirque. » Puis elle quitta le plateau en trombe, ses talons résonnant comme des coups de feu sur le sol. Le public ne la hua pas. Il ne l'applaudit pas non plus. Il la regarda simplement partir en silence. Quelqu'un dans le public murmura alors ce que des millions pensaient, elle ne pouvait pas supporter la vérité. La caméra revint sur le capitaine Trou, toujours assis, toujours calme. « Je ne suis pas venu ici pour lui faire honte, » dit-il doucement. « Je suis venu ici pour dire la vérité. » L'animateur déglutit difficilement et répondit « Eh bien, la vérité est assise à votre place. » Et le monde continuait à regarder. Pendant la pause publicitaire, les producteurs se bousculaient. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Les courriels affluaient des médias du monde entier. Puis un message est arrivé de l'équipe de presse de la Maison-Blanche, juste 3 mots. « Nous avons tout vu. » Personne ne savait exactement ce que cela signifiait, mais tout le monde savait que c'était important. Lorsque la diffusion reprit, l'animateur se pencha une fois de plus. « Capitaine Trou, croyez-vous que l'Amérique peut vraiment entendre des gens comme vous ?» Le capitaine Trou regarda la caméra avec une force tranquille. « Oui, mais l'Amérique doit d'abord écouter quand elle est mal à l'aise. » Puis il raconta une histoire à laquelle personne ne s'attendait. « L'année dernière, j'ai visité un hôpital pour enfants à Chicago. Une petite fille de 8 ans avait dessiné un drapeau aux couleurs du Burkina Faso à côté du drapeau américain. Elle a dit « Vous vous battez tous les deux pour nous. » La caméra montra davantage de larmes dans le public. Cet enfant, murmura-t-il, comprenait mieux l'unité que la plupart des dirigeants adultes. Et c'est à ce moment-là que cela frappa les téléspectateurs à travers le pays. Il ne s'agissait plus de politique. C'était une question de cœur, une question de se voir les uns les autres comme des êtres humains dignes de dignité et de respect. À la fin de cette soirée, la vidéo était devenue virale d'une manière que personne n'avait anticipée. Les gens interrompaient leur dîner, leurs conversations, se rassemblaient autour de leurs téléphones et téléviseurs dans les cuisines, les chambres, les bus et les salons de coiffure partout en Amérique. Le hashtag #SitDownBoy est devenu un mouvement, mais pas en faveur de Caroline. Ce fut un moment de réflexion nationale. Des clips furent partagés avec des légendes telles que « Mon père m'a appelé en pleurant ». Il a dit que cela lui rappelait 1963.
Je l'ai montré à mes élèves aujourd'hui. La moitié de la classe ne pouvait pas arrêter de pleurer. Un adolescent d'Atlanta a tweeté « Il y a 1 heure, je ne savais pas qui était le capitaine Trou. Maintenant, je veux être comme lui. » Ce qui devait être un démantèlement s'était transformé en un réveil national. Avant que le capitaine Trou puisse répondre à la dernière question de l'animateur, un vieil homme blanc en tenue militaire s'est levé dans le public. Il avait une canne dans une main et des médailles sur la poitrine. Sa voix tremblait d'émotion. « Puis-je parler ?» La caméra zooma alors qu'il continuait « J'ai servi au Vietnam. J'ai perdu des amis. Je suis rentré à la maison en colère. J'ai vu ce pays se déchirer plus d'une fois. » Il désigna le capitaine Trou. Mais jamais, jamais de toute ma vie je n'ai vu un homme parler avec autant de grâce après avoir été ainsi manqué de respect. Il se tourna vers la caméra. L'Amérique ne lui doit pas seulement des excuses. L'Amérique lui doit du respect. Cette fois, il n'y eut pas d'applaudissements. Juste des larmes. Même l'animateur baissa la tête, emporté par l'émotion. Le capitaine Trou se leva lentement et serra la main du vétéran, 2 soldats de continents différents partageant une même vérité douloureuse. Cette image deviendrait également virale, car parfois, la révolution la plus puissante commence simplement par l'écoute des autres. Juste au moment où l'émission allait se terminer, l'animateur reçut une note qui lui fit écarquiller les yeux. « Capitaine Trou, nous avons un invité surprise. » L'écran derrière eux s'alluma, et elle apparut. La même petite fille dont le capitaine Troué avait parlé plus tôt, celle de l'hôpital de Chicago. « Salut, capitaine », dit-elle en agitant un petit drapeau en papier rouge, blanc et vert dans sa main. « Tu t'es souvenu de moi. » La pièce entière fondit. Les adultes s'essuyaient les yeux sans retenue. « Tu as dit que j'étais courageuse, » continua-t-elle, un sourire éclatant aux lèvres. « Mais ce soir, c'est toi qui as été le plus courageux. » Le public s'effondra en larmes. Même l'animateur s'essuya discrètement le visage avec un mouchoir, avant de chuchoter à Mike, « Ma fille a le même âge. » Les lèvres du capitaine Char tremblaient. Les yeux brillants, il posa une main sur son cœur. « Tu me donnes de la force, » dit-il à la petite fille. « Tu es l'avenir pour lequel je me bats. » Elle hocha fièrement la tête, puis dit quelque chose que personne n'attendait. « La prochaine fois que quelqu'un me dit « Assieds-toi, mon garçon », je leur dirai de se lever, comme le capitaine Trou. » Le flux se coupa, et le public ne se contenta pas de se lever. Il se leva parce que ce n'était plus seulement de la télévision. C'était l'histoire, en train de s'écrire. Quelques heures plus tard, le capitaine Trar était assis seul dans sa chambre d'hôtel à Washington. Son téléphone vibrait sans cesse, appels de dirigeants mondiaux, de célébrités, de vétérans, de mères, d'enfants. Mais c'est une simple lettre manuscrite, glissée sous la porte, qui lui coupa le souffle. Elle venait du Musée national des droits civiques de Memphis. On pouvait y lire « Cher capitaine Troué, ce soir, vous n'avez pas seulement parlé pour vous-même. Vous avez parlé au nom de tous ceux à qui l'on a dit un jour « Assieds-toi, mon garçon. » Nous préparons une exposition permanente intitulée « Dignité sous le feu ». Nous serions honorés d'y présenter vos mots, votre histoire, et ce moment qui a changé le monde. Il posa la lettre, les yeux humides, et murmura « Pas pour moi. Pour eux tous. » Dehors, une foule commençait à se rassembler, non pas pour protester, mais pour dire merci. Une semaine plus tard, un événement inattendu eut lieu. Caroline Levy retourna dans le studio où tout avait commencé. Pas de caméra, pas de maquillage, pas de public. Juste elle et un morceau de papier plié à la main. Elle demanda au producteur de le remettre au capitaine Trou. Il l'ouvrit le lendemain, lors d'une conférence de presse. Il y était écrit « J'ai dit, assieds-toi, mon garçon. Et tu t'es tenu plus droit que n'importe quel homme que j'ai jamais vu. J'avais tort. Je ne demande pas pardon. Mais j'espère que ton peuple et ma fille grandiront dans un monde où ils apprendront de ta force et non de mon ignorance. » La pièce devint silencieuse lorsque le capitaine Trar releva les yeux. « On ne guérit pas par le silence, dit-il. On guérit grâce au courage. Et elle vient d'en montrer. » Dès ce jour, même ses plus féroces détracteurs commencèrent à l'appeler par un nouveau nom, l'homme qui a fait écouter l'Amérique. L'émission reprit sa programmation habituelle. Le monde passa à d'autres nouvelles. Mais dans ce studio, une chose ne changea jamais. Une chaise vide, seule, au centre de la scène,
à l'endroit exact où s'était assis le capitaine Trowey. Il n'y avait ni plaque, ni explication. Mais tous ceux qui la voyaient comprenaient ce qu'elle signifiait, la dignité, le courage, la possibilité. Celle d'un homme, venu du Burkina Faso, qui traversa une tempête et en ressortit symbole de ce qui est possible quand on choisit la grâce plutôt que la colère, la vérité plutôt que le spectacle, l'humanité plutôt que la haine. Plus tard, cette année-là, le capitaine Trowey prit la parole aux Nations Unies. Mais ce n'est pas son discours qui fit le tour du monde. C'est le moment où il brandit un petit drapeau américain, fait main, dessiné par cette fillette de 8 ans qui un jour lui avait souri à travers un paravent d'hôpital. Ce drapeau m'a été donné par un enfant qui croyait que je représentais quelque chose de bien, dit-il. Il signifie plus que n'importe quelle médaille. Puis, il regarda la caméra une dernière fois et déclara simplement « Amérique, ne vous contentez pas d'applaudir. Changez. » Alors, voici ma question pour vous, quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Était-ce le souvenir de sa mère vendant du bois de chauffage? La lettre de son frère? Ou cette petite fille, avec son drapeau fait main? Laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a donné des frissons. Et si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti cette boule dans la gorge, si vous croyez que la dignité, la grâce et la vérité comptent encore dans ce monde, alors abonnez-vous. Car ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. Nous racontons celles qui changent votre manière de voir le monde. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, ne vous asseyez jamais quand il est temps de défendre ce qui est juste.